30 janvier 1998, région de Marseille. Une jeune fille de 22 ans, Stéphanie Juzac, disparaît à la sortie d'une boîte de nuit à Aix-en-Provence. Il est 5 heures du matin et personne ne la reverra vivante. Tout commence le 31 janvier 1998. Ce jour-là, Stanislas Juzac est de repos et a décidé de passer voir sa fille sur son lieu de travail. Et puis je suis passé en fin de campagne voir ma fille qui travaillait au Palais Gourmand pour lui trouver un appartement puisque logeait chez des amis et moi ça n'allait pas du tout. Alors quand je suis arrivé au restaurant, je me demandais si elle était là et justement le patron du restaurant me dit bon j'ai un petit problème avec Stéphanie. Bon, qui m'a dit un problème avec Stéphanie, je pensais que c'était un problème de travail. Et c'est là qu'il m'a expliqué que Stéphanie est partie le jeudi soir après le travail. Elle n'a pas donné de nouvelles le vendredi. Il a été étonné, puisqu'en fin de compte, c'était pas ça l'habitude de ne pas donner de nouvelles. Et puis le samedi midi, il n'a pas eu de nouvelles non plus. Il m'a dit que j'étais obligé de partir chez la gendarmerie de Septembre-les-Vallons pour signaler que bon, Stéphanie a disparu depuis jeudi soir. Ce qui fait que moi, je suis parti à la brigade de Septembre-les-Vallons, je suis allé voir mes collègues. Stanislas Juzac est lui-même gendarme et est un habitué des enquêtes. D'instinct, il pressent le pire pour sa fille. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de la contacter sur son portable. C'était toujours la messagerie, il n'y avait pas de réponse, rien. J'ai dit bon, c'est pas normal. Seulement voilà, Stéphanie est majeure et disparaître sans prévenir ses proches n'est pas un délit. Dans un premier temps, donc, les gendarmes sont sceptiques. Ils ont dit bon, t'es sûr qu'elle n'est pas partie pour le week-end? Que bon, elle a 20 ans, bon, elle n'a pas dit au patron qu'elle partait avec son petit copain et tout. Sinon, c'est pas sa habitude. Alors on est resté là jusqu'au dimanche. Et puis j'ai réussi à contacter après le dimanche son ex-petite amie. Il m'a dit, bon, effectivement, elle n'est pas au studio. Elle n'était pas au studio et puis il est venu à la brigade. Et là, Christophe raconte. Stéphanie l'a appelé le vendredi 30 janvier à 6 heures du matin pour qu'il vienne la chercher en voiture à la sortie d'une boîte de nuit. Elle était sur Aix, mais elle m'a dit qu'elle sortait de boîte. Ouais, Christophe, c'est Steph. Je sors du Richel, mais là, tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Je dois me lever pour aller bosser dans une heure. S'il te plaît. Non. Ah, c'est bon. Ok, je me débrouille, ça va. Ok. Ciao. Allez, ciao. À ce stade, c'est le point de départ de l'enquête. Stéphanie donc a décidé de rentrer par ses propres moyens. Mais visiblement, il s'est passé quelque chose. Et Christophe poursuit son récit. Une demi-heure plus tard, à 6h36, Stéphanie le rappelle et lui laisse un message sur son portable. Un drôle de message qui se résume au bruit d'une discussion inaudible, probablement en langue étrangère. Stanislas, qui est d'origine polonaise, essaie d'identifier la langue. Et sur la messagerie, bon, j'ai entendu des voix, bon, c'était des gens des pays de l'Est qui parlaient. Maintenant, le dire quelle nationalité parlait, bon, c'était assez brouillé, c'était pas très clair. Et là, j'ai dit, bon, là, non, elle n'est pas partie volontairement, il y a eu un gros problème. Ce mystérieux message est le premier élément sérieux. Les gendarmes décident d'accompagner le père de Stéphanie chez Christophe, l'ancien petit ami de Stéphanie qui l'hébergeait au moment des faits. En fin de compte, au studio, quand on est rentré, il y avait toutes ses affaires, et surtout, ce qui m'a le plus intrigué, c'est qu'il y avait tous ses bijoux. Donc, les bijoux que je vais ramener de Polynésie pour elle. Alors j'ai dit non, si elle était partie un week-end où elle avait décidé de changer de vie, aller ailleurs, elle aurait tout amené avec elle. Et c'est là, bon, en fin de compte, j'ai décidé de porter plainte. Moi. Et je me suis aperçu que c'est une disparition criminelle, puisque en fin de compte, c'est pas possible qu'elle ait disparu comme ça, sans laisser de traces, sans rien. Stanislas Juzac décide donc de porter plainte pour disparition criminelle.
Le parquet d'Aix-en-Provence ouvre alors une information judiciaire pour enlèvement et séquestration et confie l'enquête à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Aix-en-Provence. L'adjudant-chef Thierry Cortés est l'adjoint du directeur de l'enquête. À partir de là, on commence à travailler sur plusieurs axes d'enquête. On vérifie dans les hôpitaux, dans les cliniques, les centres de secours, pour savoir s'ils n'avaient pas été victimes d'un accident. On vérifie également les départs à l'aéroport de Marignane, à la gare maritime de Marseille, dans les gares SNCF, pour savoir si, au dernier moment, on n'avait pas décidé de partir pour quelques jours. Et malheureusement, toutes ces premières investigations s'avèrent négatives. Et dès lors, on s'attache à retracer l'emploi du temps de Stéphanie avant sa disparition. On établit que la jeune fille a quitté son travail l'après-midi du 29 janvier. Elle est récupérée par un de ses copains qui l'a conduit sur Aix-en-Provence. Donc elle passe en compagnie de ses amis plusieurs heures dans un bar d'Aix-en-Provence. Puis à 1h du matin, tout le groupe se rend à la discothèque Le Richelme. Là, la petite fête se poursuit tout le long de la nuit en compagnie des autres clients de l'établissement. Et au petit matin, tout le monde s'en va, chacun de son côté, et sans se rendre compte avec qui Stéphanie est repartie de la boîte de nuit et comment. Les hypothèses de base retenues qui ont dirigé notre enquête, c'était le maniaque sexuel pervers rencontré en boîte de nuit au Richelme ou à la sortie. C'était aussi l'équipée sauvage de jeunes gens sortant de boîte de nuit et récupérant Stéphanie sur le bord de la route parce qu'on savait très bien qu'elle était adepte du stop. Ça pouvait être aussi la rencontre fortuite avec des gens d'une communauté de marginaux. Ça pouvait être aussi le réseau de prostitution dans lequel elle aurait été enrôlée de force. Tu t'en occupes maintenant ? Oui, Ensuite, on s'attache à faire l'environnement de la boîte de nuit, le Richelme, et grâce aux talons des cartes bleues qu'ils avaient utilisées. On arrive à identifier la majorité des clients qui étaient présents au cours de la nuit du 29 au 30 janvier. Cyril Cohen est entendu par les gendarmes début février 1998. Il fait partie des amis qui ont passé la soirée du 29 janvier avec Stéphanie. Cette soirée, ça a été un peu une soirée comme une autre, en fait, à la base. Une soirée joviale, une soirée gaie. Au premier abord, Stéphanie, c'est une fille, quand on la voit, c'était une fille délurée, aimant la vie. On le sentait, et c'est ça qui était attirant chez elle. On avait envie de rentrer dans son délire. Et là, on commence tous un peu à discuter. Je me rapproche un peu de Stéphanie. Je sais pas, quelque chose s'est créé un peu, mais l'instant d'une soirée en fait. Et Stéphanie connaissait beaucoup de monde. Elle était très très appréciée. Et, il fallait bien que cette soirée finisse. J'ai voulu la raccompagner. Elle n'a pas voulu. Elle a dit qu'il y avait un ami à elle qui la raccompagnerait. Je lui ai fait confiance. Elle m'a donné son numéro de téléphone. Et puis voilà, c'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle m'a raccompagné à la porte. Je me souviendrai toujours. Elle m'a habillé au vestiaire. Elle m'a redonné mon manteau, elle m'a boutonné. Elle m'a accompagné jusqu'à la porte, tendrement. C'est la seule grande image que j'aurai d'elle. Les vérifications à la boîte de nuit ne donnent rien. Mais les gendarmes découvrent une autre piste, beaucoup plus intéressante, qui va les mener tout droit sur le vieux port de Marseille. Donc une équipe s'occupe de vérifier les communications passées sur le portable de Stéphanie. Et là, on établit que 5 appels sortants interviennent très tôt le matin, vers 6 heures, et 2 appels entrants sont enregistrés également en fin de soirée, vers 1h du soir. On a fait des réquisitions à l'opérateur qui gérait le téléphone de Stéphanie, et on a pu identifier les relais qui étaient sollicités à chaque fois par le téléphone lors d'un appel reçu ou émis
le relais peut nous indiquer une zone de couverture. Alors ainsi, on a pu retracer l'itinéraire parcouru par Stéphanie le 30 janvier. Ça nous mène d'Aix-en-Provence jusqu'à Marseille. Et la dernière conversation de Stéphanie sur Marseille, on savait que 3 relais avaient été déclenchés en même temps. C'était le relais qui se situe à la Bourse, le relais qui se situe au Palais de Justice, le relais qui se situe au Vieux-Port. Donc on pouvait définir un triangle dans lequel vraisemblablement le téléphone se trouvait. Alors évidemment, c'est une zone très très vaste, avec une population très dense, ce qui a rendu difficile nos investigations. Un détail est particulièrement troublant. 15 heures après sa disparition, Stéphanie répond à 2 reprises à des appels téléphoniques reçus dans cette zone du Vieux-Port. Je l'ai eu au téléphone. Je me souviens très bien, elle m'a dit écoute Cyril, là je peux pas te parler, je te rappelle. D'une façon gênée, je sais pas ce qu'elle avait, j'ai pas voulu insister. J'ai senti un peu de tremblement dans sa voix, mais j'étais à 10 000 lieues de m'imaginer qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui la menaçait. Je l'ai rappelé et à partir de là, je suis tombé sur son répondeur sans arrêt. Cette conversation était troublante puisqu'elle venait contrarier quelque peu le scénario de l'enlèvement et entretenait surtout le faux espoir que Stéphanie était libre de ses mouvements et qu'elle pouvait réapparaître rapidement. On a continué à privilégier avec force la thèse crapuleuse. On savait qu'elle était vraisemblablement en danger. On a fait une campagne d'affichage très large. On a distribué la photo en multipliant les patrouilles sur zone. On a même contacté certaines de nos indices dans les milieux criminels de Marseille pour essayer de recueillir ce fameux indice qui nous aurait permis de faire rebondir cette affaire. Pendant ce temps-là, Stanislas Jusac s'est déjà lancé dans sa propre enquête. Dès la disparition de Stéphanie, il est persuadé que sa fille est victime d'un réseau de prostitution. Et d'instinct, il va chercher autour du Vieux-Port de Marseille. C'est l'intuition, si on veut. Mais bon, moi, le Vieux-Port de Marseille, je connais. Vu ce que j'avais entendu, moi, dimanche à midi, sur le portable de l'ex-ami à ma fille, j'ai dit, bon, le seul endroit où je peux avoir des informations, à la rigueur, c'est sur le Vieux-Port. Là, j'étais sûr que c'est tout frais, je ne pouvais pas dire qu'elle soit ailleurs. Je me lance dans l'enquête de suite. En poste durant plusieurs années à Marseille, le père de Stéphanie connaît parfaitement le terrain. Ce qui fait que, bon, je connaissais beaucoup de monde. Les patrons de bar, des choses comme ça, des serveuses. J'allais à la pêche des informations pour savoir où elle peut se trouver. Bon, j'ai pas vu grand-chose puisque bon, c'était dimanche. Le lundi, j'ai continué. Et le lundi soir, justement, je suis allé voir une serveuse, ça fait 20 ans qu'on se connaissait. J'ai discuté avec elle, mais bon, quand j'ai donné la fiche, elle me dit bon, écoute, on va voir ce que je peux faire. Je vais me renseigner, je connais aussi du monde, un peu partout. On verra même dans les quartiers nord un peu si des fois je peux avoir quelques informations sur ta fille, on verra. Monique, s'il vous plaît, j'y sois. Tu peux, ouais. Tu vois, t'inquiète pas. Il y avait une équipe de Polonais qui était là aussi, en train de discuter. Sur le coup, j'ai pas trop porté attention. J'ai essayé de regarder et puis j'ai écouté un peu la conversation qu'ils avaient. Et j'ai senti qu'au cours de leur conversation, ils ont changé la façon de parler. Bon, et bon, c'est vrai que j'avais une coupe de cheveux. Ils m'ont pris peut-être pour regarder la police. Ils ont dit bon. Alors, ils parlaient de quoi? Parce qu'en fin de compte, vu la tenue qu'ils avaient, la coupe qu'ils avaient, bon, c'était. Il y a des gens qui n'étaient pas en situation régulière, je pense. Et c'est là que bon, j'ai cherché. Non, j'ai jamais perdu l'espoir qu'elle soit vivante. Hein. C'est un truc que j'ai dit, bon, on la retrouvera. On la retrouvera vivante, c'est certain. Dans quelles conditions elle sera, je ne sais pas, mais on la retrouvera. La gendarmerie déploie de très gros moyens sur cette enquête. Sans résultat. Les semaines, puis les mois s'écoulent et Stéphanie demeure introuvable. Il est évident que n'ayant plus de nouvelles de Stéphanie pendant 5 mois, 6 mois,
On pensait au pire, malheureusement, parce qu'on se disait que si elle n'avait pas repris contact avec sa famille, avec ses proches, il était vraisemblablement arrivé quelque chose de malheureux. On conservait quand même un noyau d'enquêteurs spécifiquement chargé de continuer les investigations sur cette affaire pour essayer de découvrir l'indice, l'élément qui pouvait relancer l'affaire. Mais c'est vrai qu'on est très affecté parce qu'on s'identifie à la douleur du père. Et pour nous, c'est un échec, une grande frustration de ne pas avoir retrouvé rapidement Stéphanie. Mai 1998, les gendarmes sont bloqués. L'affaire est totalement enlisée. Elle va pourtant rebondir à Marseille grâce à un homme, un indicateur que nous appellerons Boris pour protéger son anonymat. Boris, après maintes hésitations, décide de se confier à un inspecteur de la police judiciaire de Marseille. Mais pour balancer, il faut vraiment être sûr. Il ne faut pas faire d'erreur. Et je n'avais pas la certitude. C'est au fur et à mesure qu'elle est venue la certitude. Les gens qui étaient autour de moi, ils en parlaient tous les jours. Les gens de ma nationalité que je connaissais, que je croyais bien, et qui n'étaient pas du tout. Parce qu'il y en a un qui est sorti du squat, qui s'est inventé que justement ils ont cette fille au squat qui l'ont violée. Dans ma tête, il y a quelque chose qui me disait non, quand même, c'est pas possible. Ah, quand même, ils sont pas allés jusqu'à là. Comment ils ont pu faire ça, je sais pas. Mais c'est le diable qui les a envoyés ou je trouve pas de réponse à ça. Au début du mois de mai 1998, une personne que je connaissais dans le milieu des SDF polonais de Marseille est venue me voir à l'évêché et il m'a dit « Dominique, il se passe quelque chose de très grave à Marseille. » Le port de Marseille, dans un squat. Et qui est-ce qui raconte ça? Oh, il y a quelques Polonais. C'est vrai que nous, dans la police, dans les affaires criminelles, on a souvent des gens qui viennent nous donner des renseignements, mais qui ont besoin de quelque chose, une contrepartie, une compensation ou d'aide. Lui, non, lui, il nous a rien réclamé. Au départ, c'est démarche, c'est ça. C'est de dire, voilà, il s'est passé cette chose-là, moi j'ai appris ça, et il faut faire quelque chose. Parce que je crois qu'il a été choqué par ce qui s'est passé, par le fait que ce soit des Polonais. Il est incontestable que si on n'a pas ce premier maillon, on n'a pas la suite, puisque c'est sa démarche à lui qui nous apporte les premiers éléments. Et ça serait passé quand? Oh, il y a quelques mois, il y a 3-4 mois en arrière. Il me dit, il y a une fille dans un squat à Marseille, elle a été tuée par des Polonais qui habitent ce squat et qui sont partis après les faits. L'affaire paraît invraisemblable. Mais le capitaine Jomain, par acquis de conscience, se rend quand même sur place histoire de vérifier. Je suis allé voir où il m'avait dit, c'est-à-dire dans le quartier du Vieux-Port à Marseille, et on y pénétrait par un petit trou qui se trouvait sous la rue Robert. Et nous avons découvert une maison immense. Il y avait des grands hangars, des pièces de 2 étages avec des pièces innombrables. On accédait au premier étage par un escalier sans rampe. Il n'y avait pas d'électricité. C'était vraiment lugubre. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Mais le capitaine Jomain n'en reste pas là. Troublé par l'information de Boris, il décide de passer au crible les avis de recherche. Il faut préciser qu'à cet instant, la disparition de Stéphanie Juzac est inconnue des policiers marseillais. Et c'est là que je suis tombé sur la circulaire de recherche de Stéphanie Juzac. À 90%, il s'agissait de Stéphanie Juzac parce qu'elle avait été enlevée à la sortie d'Aix-en-Provence, que son téléphone portable s'était déclenché la dernière fois dans la zone de couverture de la corderie où se trouvait le squat. Au début juillet, mon informateur revient me voir et me dit que l'information est bonne, que cette fille est bien dans le squat. Donc j'ai décidé d'intervenir et de me rendre au squat. Avec le commissaire Lucas et mon collègue Langlois, nous avons pénétré dans le squat. Nous allons directement à l'endroit que nous n'avions pas pu faire la fois précédente. Et là, nous découvrons l'armoire dans une pièce noire. Eh bien, il s'agissait d'une armoire comme on en trouve dans toutes les administrations, une armoire métallique,
Elle était sur le sol, une porte était posée sur le sol, il servait de base à un coffrage fait de parpaing avec par-dessus une chape de ciment. Donc nous cassons cette chape de ciment et là apparaît du plastique. Après avoir ouvert ce plastique, nous apercevons un blouson pilote de couleur noire. Donc là, le médecin décide de ne pas agir tout de suite et nous la faisons transporter à la morgue de Marseille. Et là, on a commencé un travail de police technique consistant principalement à faire ressortir méticuleusement tous les éléments qu'on pouvait trouver sur place. Donc prise de photos, recherche d'empreintes, et puis plan des lieux, bien entendu, pour plus tard servir de pièce à conviction lorsque les auteurs seraient interpellés. Nous remarquons sur les murs du squat des inscriptions en langue polonaise. Nous découvrons également dans une chambre une photographie avec 4 personnes de type de l'Est. Donc nous saisissons cette photo et donc nous retournons au service après toutes nos constatations. L'affaire fait grand bruit à Marseille. Un cadavre coulé dans du ciment a été découvert dans un squat du quai de Rive-Neuve. La victime difficilement identifiable serait une femme. La brigade criminelle du SRPJ de Marseille est chargée de l'enquête. Le lendemain 8 juillet, nous allons assister à l'autopsie. Le corps de cette jeune fille qui est présenté donc enroulé dans des sacs plastiques était maintenu attaché autour du corps par des câbles électriques. Donc le corps était habillé, il n'avait pas été déshabillé sur place comme souvent on a l'habitude de le faire quand on fait des levées de corps, mais là pour essayer de préserver le maximum d'indices et garder les vêtements en l'état pour pouvoir les analyser sur place, parce que c'est très important dans la mesure où le corps n'était pas identifié. Il y avait un blouson, il y avait une veste, il y avait un pull, une paire de chaussures, des sockets, un pantalon, une culotte, etc. Puis au niveau de la tête, on avait 2 choses. On avait une cagoule noire qui recouvrait donc une partie du visage, avec des trous qui étaient laissés donc, pour les yeux et pour la bouche, et un bonnet orange de type polaire. Les premières observations, d'abord, ça a été surtout de donner le maximum d'éléments aux enquêteurs pour l'identification, à savoir des cicatrices, des tatouages. Là, dans le cas précis, on avait un tatouage qui était assez particulier, qui représentait une salamandre. Donc, c'était pas un tatouage qu'on rencontrait fréquemment chez les jeunes femmes. Au cours de l'autopsie, nous avons pris des photos pour le présenter à ses camarades. Et effectivement, ils ont reconnu sur les photographies ses vêtements, une montre et le tatouage. Et ça a facilité les choses. On a appris la découverte du corps de Stéphanie grâce à la diffusion du SRPJ. Et quand ils nous ont donné le signalement vestimentaire notamment, le fait qu'elle avait ce tatouage, une salamandre sur l'épaule, on a compris qu'il s'agissait de Stéphanie. À ce moment-là, on prend la décision de se rapprocher de la famille qui, fatalement, doit être contactée rapidement. Donc, prend contact avec son père. Mais voilà. On a retrouvé votre fille. Et il m'a expliqué les conditions qu'elle était retrouvée. Bon, elle avait été retrouvée 2 jours avant, mais comme il n'était pas sûr que ce soit elle, ils ont attendu quand même 2-3 jours avant de me l'annoncer pour être sûr et certain que c'est vraiment Stéphanie qui a été retrouvée. Ben, bon, c'était fini. Bon, mais, la seule chose qui me restait en tête, après, c'est retrouver les gars qui avaient fait ça, c'est tout. Et pour moi, j'ai dit, bon, j'ai manqué quelque chose. Je suis passé à côté de... Surtout qu'on m'avait dit où elle avait été retrouvée. Et ça où j'ai dit, c'est pas vrai, je suis passé à côté, X fois à côté de ce bâtiment. Pas possible, j'ai dit que j'ai pu louper. Reste maintenant à trouver les coupables. L'enquête cette fois est confiée au SRPJ de Marseille, qui pour démarrer s'appuie d'abord sur les recherches réalisées par les gendarmes. La collaboration entre les 2 forces a été exemplaire et très rapidement, l'information judiciaire qui était ouverte à Aix-en-Provence pour la disparition de Stéphanie Juzac a été fondue avec notre affaire de découverte de cadavres et d'homicide volontaire. Les difficultés prégnante de cette affaire, c'était la personnalité des auteurs.
On est à l'évidence dans un squat fréquenté par une multiplicité d'individus. Les faits sont quand même anciens. On a déjà 7 mois de retard et il faut absolument reconstituer le puzzle dans les meilleures conditions avec très peu d'indices. Mais il en suffit d'un, et il existe. C'est une photo retrouvée dans le squat et sur laquelle figurent 4 hommes. Cette photo nous a fait énormément progresser. Dès le premier jour, donc, M. Villeneuve, qui était en charge du squat dans la ville de Marseille, avait reconnu sur la photo un nommé Zavicha, parce qu'il avait eu l'occasion de le contrôler, de venir dans le squat pour voir les squatteurs et leur dire de déménager. Donc il était venu à plusieurs reprises, il avait reconnu cette personne. C'est la première piste sérieuse. Franck Villeneuve est formel. Il s'agit bien de Zavicha, de son vrai nom, Waldemar Evert. Une identification confirmée par l'indicateur qui lui aussi reconnaît formellement Evert et fournit une précision essentielle. Evert serait un des agresseurs de Stéphanie Juzac. Or, Evert est connu des services de police. Et pour cause, on a retrouvé son cadavre 1 mois plus tôt sur un trottoir près de la mairie de Marseille. Et visiblement, sa mort n'avait rien de naturel. Les premiers éléments de l'enquête laissaient supposer que cet individu s'était alcoolisé et qu'il était mort donc d'une alcoolisation aiguë. Nous nous déplaçons sur place, nous faisons un examen du corps sur place et cet examen a permis quand même de noter des éléments qui faisaient fortement évoquer que cette mort n'était pas naturelle. Ce qui nous a été confirmé par l'autopsie, parce qu'on s'est retrouvé avec des lésions assez diffuses sur le corps qui manifestement traduisaient donc des actes de violence multiples sur cet individu et qui était mort de cause criminelle. L'émotion suscitée par l'affaire va générer d'autres témoignages. Plusieurs marginaux et SDF, tous d'origine polonaise, se présentent spontanément aux enquêteurs. Et peu à peu, le portrait des bourreaux de Stéphanie se dessine. Ouais, c'est lui. Normalement, il y a une loi du squat. Il arrive souvent que des filles sont amenées dans le squat. Avec la boisson, elles acceptent de faire l'amour. Tandis que là, ils n'ont pas accepté que cette fille soit tuée, quoi. Ça ne faisait pas partie de la loi du squat. Et ils ont dénoncé les personnes qui avaient tué la fille. C'était les Polonais qui avaient fait ce truc-là. Je crois que la démarche de venir voir la police, ça relève un peu de ça. Donc là, la nature de l'événement faisait que les gens étaient très disposés à nous apporter des renseignements, y compris dans ces milieux marginaux. Parmi ces gens-là, il y a depuis quelques années beaucoup de gens, des gens des pays de l'Est qui viennent à Marseille. Pourquoi ils viennent à Marseille? C'est pas uniquement pour le tourisme, c'est parce qu'à Marseille, il y a la Légion. Et le problème de la Légion, c'est qu'il y a énormément de candidats, il y a très peu d'élus. Et puis ils se retrouvent tous, il faut qu'ils continuent à vivre, donc ils font la manche, mais il faut qu'ils se logent aussi. Ils n'ont pas d'argent, ils se retrouvent dans les squats. Et ils se regroupent par nationalité. C'est pour cette raison-là, vraisemblablement, qu'on n'a que des Polonais dans le squat à côté du théâtre de la Criée. Les témoignages spontanés donc se multiplient et permettent au fur et à mesure d'identifier les auteurs des faits. Le 22 juillet, le nommé Gloubet se présente au service et il déclare qu'il a vécu dans le squat en octobre-novembre de 1997 et qu'il donne ensuite lui-même quelques noms et surnoms des personnes ayant vécu là. Nous essayons de voir dans nos fichiers, rien ne correspond parce qu'en fait, il y a un surnommé Lis, qui veut dire le renard en polonais. Il y a un Gloubet, qui veut dire le costaud. Il y a un Mirek. Il y a un Robert. Nous avons Tadeusz, Podkasz, Szupazinski, Eskai, c'est ça? Bon. Il n'y a aucun endroit pour les localiser, d'autant plus que ces personnes, selon les dires de notre informateur, sont parties un peu partout. On ne sait pas s'ils sont à Marseille, certains sont partis sur Paris, sur d'autres sur Nice. 2 semaines après la découverte du corps, les enquêteurs ont donc une liste de noms et de surnoms. Mais le tout en polonais et concernant des individus sans domicile fixe, donc très difficile à localiser. Et c'est encore Boris, le fameux indicateur, qui leur transmet une information déterminante concernant un des principaux suspects, Robert Zak. Le 23 juillet, nous apprenons que le nommé Zak Robert se trouve près de l'hôtel de police à Marseille. Il vient chercher son repas au Resto du Cœur qui se trouve à 50 mètres de l'hôtel de police. Nous le ramenons à l'hôtel de police et nous l'interrogeons sur sa participation éventuellement au meurtre. Alors cet interrogatoire, au tout début, il faut savoir que Zak est une personne, il est un peu retors. Donc au début, il nie tout. Le squat. C'est moi qui l'interroge, je lui pose quelques questions pour le situer. Il n'y a pas de cigarette ici. Et puis là,
J'ai une camarade, Vanina, qui s'aperçoit qu'il est intéressé par elle et surtout par ses cigarettes. J'ai remarqué qu'il me regardait quand je passais. Alors, il n'y a pas beaucoup de filles à la brigade criminelle, il y en avait encore moins à l'époque. J'ai eu l'impression que je pouvais l'intéresser comme ça, enfin il me regardait. Donc nous décidons de lui confier Zach. Je le prends dans le bureau, je le prends seul. Dès qu'il rentre dans le bureau, il me demande une cigarette. Alors le coup classique, je lui dis tu auras une cigarette si tu parles. Dai-moi une cigarette. Non. Et après, dans la foulée, j'essaie bien évidemment de le convaincre de parler. Et alors je ne sais pas ce qu'il a décidé à parler, parce qu'il s'est mis rapidement à parler. Au bout de 5 minutes, c'était fait. Je ne sais pas ce qu'il a décidé à parler. Est-ce que c'est la cigarette ? Alors il s'est mis à parler d'abord en disant qu'il avait vu la fille dans le squat, puisqu'il connaissait la bande de Polonais qui vivaient dans le squat, mais que lui n'avait rien fait. Quand je suis arrivé au squat, il y avait mes 3 copains. Wissé, Zawisza, Bokserek et d'autres Polonais qui étaient de passage. Il y avait les copains sont venus, ils m'ont dit viens voir vite, il y a une fille ramenée à Aix-en-Provence, sexe, dont nous avons bu, fait la fête avec les copains, rigolé. Donc il dit qu'il a vu cette fille se faire violer par plusieurs Polonais et que son tour devait arriver, que c'est le boxeur qui lui avait demandé de violer Stéphanie, que lui avait refusé, qu'il était reparti. La 4e audition, là il en est venu à me dire l'entière vérité, enfin je pense, c'est-à-dire que lui aussi avait participé au viol et il avait assisté au meurtre de Stéphanie. J'ai vu Bokserek, après chauffeur, avoir sexe avec fille. Quand il donnait des détails d'ordre sexuel, évidemment que je lui posais des questions sur ça, sur tous les sévices qu'elle avait subis. Il avait toujours un petit air comme ça, un peu ironique, le sourire en coin, à me regarder. Il y a installé une relation séductrice, un peu malsaine. Genre, je sais pas, peut-être qu'il pensait que ça m'excitait, mais c'est l'impression qu'il donnait en tout cas. Donc, dans ses auditions, il déclare que lui, finalement, il a fait l'amour avec la fille, mais avec son consentement, et qu'il n'a pas voulu lui faire de mal. Elle suivre moi dans la chambre, squat, sexe normal. Pendant la semaine ou les 10 jours où ils l'ont séquestré, ils sont régulièrement imbibés d'alcool. Il l'a violée et ensuite ils allaient regarder des films de guerre polonais et elle était là, il la faisait venir avec eux, il la trimbalait de pièce en pièce. Il a dit une partie des horreurs qu'il a commises. Il s'est levé, il a signé son PV, il m'a regardé, il m'a dit c'est bon, je peux y aller. Et donc le gars qui pense qu'il peut y aller, qui peut sortir, retourner au square après avoir déclaré des horreurs pareilles, pour moi c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte du tout de ce qu'il a fait. Bon, il peut partir, il peut rentrer à la maison. Moi dire vérité. Je pense qu'il y a des repères qui ne sont pas les nôtres du tout. Ils ont une culture de la violence, une banalisation de la violence qui nous surprend. Au cours de l'enquête, l'expert psychiatre, le docteur Glaeser, a rencontré le prévenu afin d'établir son profil psychologique et tenter d'expliquer son comportement. C'est un garçon qui est probablement le plus fragile sur le plan psychologique. C'est ce qu'on appelle, nous, des personnalités névrotiques, c'est-à-dire des individus qui sont timides, qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui sont complexés, mal à l'aise. Par exemple, Robert Zach, lui, est mal à l'aise pour approcher les femmes. Et donc, dans cette situation, s'il a agi, il pourrait l'avoir fait parce qu'au fond, en allant directement à l'acte, il court-circuite en quelque sorte toute la cérémonie de séduction dans laquelle il est tout à fait mal à l'aise. Il sait mal le faire. Et donc, il peut trouver là un confort de fonctionnement que lui interdisait sa personnalité. Les policiers ont donc arrêté un des 8 suspects identifiés, Robert Zach. Reste à trouver les 7 autres. Et c'est le journal de rue Macadam qui va leur fournir des éléments précieux pour la suite de l'enquête. On sait que ces personnes ont vendu le journal Macadam sur Marseille. Donc nous présentons au journal. Là, on met à notre disposition des photocopies, des passeports de Glissy et de Toutcage. Nous présentons les photos à des personnes que nous auditionnons
et qui reconnaissent le nommé Toutkaj comme étant Tadek et Lissi comme étant Gripchik. Nous ignorons où se trouvent ces hommes, donc nous faisons des avis de recherche pour ces personnes et nous continuons l'enquête. Pour Stanislas Juzac, le plus insupportable, c'est la certitude d'avoir croisé, lors de son enquête sur le Vieux-Port, l'un des hommes qui séquestrait sa fille, à ce moment-là toujours vivante. C'est cet homme-là, Gripchik, alias Lissi, en français le renard. Voilà, ça ne m'a pas apporté une attention particulière, parce que bon, je ne savais pas trop la physionomie des gens qui pourraient être à partie du lot, hein. Ça c'est certain. Hein. Ce n'est que par la suite, au cours de l'enquête qui a été faite, et que quand j'ai vu les photos de recherche du SRPJ, j'ai dit oui, lui je l'ai vu. Celui-là je l'ai vu dans le bar, tel moi. Au fil des jours donc, la galerie de portraits s'agrandit et se précise. Nous avions eu un renseignement selon lequel le petit boxeur, Boxerek, avait un tatouage de scorpion sur l'épaule et qui s'était présenté à la Légion étrangère pour être enrôlé. De là, nous avons fait des réquisitions à la Légion. Nous avons découvert qu'en fait, il y a nommé Gawlinski qui a non pas un scorpion tatoué sur l'épaule, mais le mot scorpion. Nous prenons ces renseignements, nous prenons sa photographie, nous la présentons encore à des personnes qui reconnaissent le nommé Gawlinski comme étant le Boxerek, le petit boxeur. Donc à l'automne 1998, nous avons édité une circulaire de recherche avec les photographies de Gripchik, de Choupasinski, de Toutkaj et de Gawlinski. Nous avons procédé à des diffusions des circulaires internationales qui sont passées par Interpol via la direction centrale de la police judiciaire qui a permis de diffuser la photo des individus qui étaient recherchés au cas où ceux-ci seraient à l'étranger. La diffusion de la police ou de la gendarmerie permet d'inscrire une personne recherchée dans un fichier informatique et à l'occasion de l'interpellation, du contrôle d'identité de cet individu, évidemment, on comprend tout de suite qu'au bout de la ligne, cet individu est recherché et qu'il y a lieu de le placer en garde à vue et de prévenir le service qui a demandé l'interpellation de cet individu. Mais même avec cette diffusion, les enquêteurs doivent s'armer de patience. À un moment donné, on s'est demandé si on allait réussir à les retrouver. Donc on commençait un peu à désespérer. Il a fallu attendre pratiquement 1 an. Et puis le 16 juillet, nous avons eu vraiment l'espoir qui revenait parce que le nommé Toutkaj est interpellé à 7 au cours d'un contrôle d'identité. Nous le ramenons à Marseille où il est mis en garde à vue et nous commençons les auditions. C'est un coup de chance inouï. Il nous déclare donc le 30 janvier 1998, il est allé faire un tour en voiture avec 2 Polonais et le nommé Gawlinski du côté d'Aix-en-Provence. Et au petit matin, ils avaient pris une fille en stop à la sortie d'Aix-en-Provence. Là, il lui avait dit mais tu es folle, comme c'était Toutkaj le seul à parler français. Il lui avait dit, mais tu es bête, tu es folle de faire du stop comme ça. De faire du stop. J'ai pas le choix, je sors de boîte. C'est comme ça, j'ai pas de voiture. On a mówi? Co? Ja nie słyszałem. Ona była na dyskotece. Na dyskotece była? Dyskotece. Donc au bout de quelques kilomètres, le nommé Gawlinski l'a fait mettre entre eux. Il lui a mis son blouson sur la tête. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Et il leur a dit, donc en polonais, on la garde, on la ramène au squat. Entre-temps, elle avait déclenché son portable à 2 reprises, puisqu'on a des appels au relais de Borel et ensuite vers le Vieux-Port à Marseille. Donc ils le ramènent au squat, ils lui mettent son bomber sur la tête, ils la font passer par le petit trou. Et là, quand il rentre dans le squat, Toutkaj, au début, déclare qu'en fait, il garde la fille dans sa chambre.
Poczekaj, kurwa! Je vais te dire une chose, ces mecs-là, ils sont complètement fous. Il lui dit, je vais te protéger des autres, mais bon, il faut que tu fasses l'amour avec moi. Donc, il déclare qu'il lui fait l'amour, mais avec son consentement. Alors lui, ça lui plaît peut-être de croire et de dire que c'est presque du consentement, en tout cas qu'elle ne se défend pas, mais en fait, avec le recul, et même sur le moment, ça doit être elle doit être tétanisée par la peur. En fait, c'est lui qui se pose un leader de la bande qui indique ce que le tour pour chacun pour violer la fille. Au début, ils mettaient des cagoules pour pas qu'elle les reconnaisse, donc peut-être qu'ils envisageaient de la relâcher après s'être amusés avec elle, mais rapidement, ils les ont enlevés, les cagoules. Et rapidement, ils devaient savoir que de toute manière, ils la tueraient. Donc il y a eu un conciliabule quand ils ont fini de s'amuser avec elle. Est-ce qu'il fallait la tuer? La majorité devait dire oui. Ok. En fait, ceux qui se trouvaient dans le squat ont décidé que Tutkal et Gawliński, qu'il avait enlevé la fille, que c'était à eux de régler le problème. Tutkal est quelqu'un qui a un très net besoin d'affirmation et de virilisation. Il a une psychologie de leader personnel. C'est quelqu'un dont la personnalité était manifestement mal structurée. Il attire l'attention par un comportement instable, impulsif, rétif, supportant mal les frustrations, les situations conflictuelles avec des conduites extrêmement violentes. On voit bien que c'est quelqu'un, malgré tout, qui a une personnalité mal structurée et qui avait de graves problèmes avec la loi. Un an après la découverte du corps, un des auteurs est décédé et 2 sont sous les verrous. Mais 5 sont toujours dans la nature. Les avis de recherche ont été largement diffusés, le filet est tendu et 6 mois plus tard... Le 17 janvier 2000, nous sommes informés que le nommé Szczupazinski, grâce à la circulaire de recherche que nous avions diffusée, a été interpellé à l'aéroport de Bâle. Il a été refoulé sur l'Allemagne et donc nos collègues de Mulhouse l'ont mis en garde à vue. Là, Szczupazinski nous confirme sa participation au viol. Selon lui, il était allé pour la délivrer. Là, sous la pression des autres, il n'avait pas pu le faire, on l'avait menacé. On l'avait obligé à faire l'amour à la fille avec son consentement. Il déclare également qu'elle était restée dans le squat au moins 1 semaine et qu'elle avait été maltraitée par Gawliński et qu'il était aussi d'accord lui-même pour la tuer, pour abréger ses souffrances. Les policiers poursuivent leur traque et 2 autres auteurs vont tomber d'une manière pour le moins insolite. Grâce à des cartes postales. Sachant qu'ils étaient boxeurs avec Szczupazinski, nous avions fait des recherches dans les milieux de la boxe de Marseille. L'entraîneur de boxe de Gawliński nous a dit « J'ai reçu une carte postale de Gawliński. Il se trouve dans une prison en Pologne. » Et nous savions également que Gipsik était retrouvé en Pologne car une personne nous avait dit avoir reçu une lettre de lui. Et cette personne, une fois de plus, c'est Boris, l'indicateur. Il m'a envoyé une carte en me donnant des nouvelles, que tout va bien, plus ou moins. Et il m'a donné son adresse, que moi j'ai transmis au SRPJ. Donc à la suite de cela, nous avons demandé une commission rogatoire internationale pour nous rendre en Pologne. Donc nous sommes allés avec le commissaire Lucas au mois de mai 2000 en Pologne pendant 10 jours. Nous avons commencé par Pila, qui se trouve dans le nord-est de la Pologne, où devait se trouver Gawliński. Donc ils l'ont convoqué et le soir, le procureur est venu nous voir au restaurant et nous lui avons parlé de la mort, enfin des détails, tout ça. Et il est sorti de l'hôtel, il s'est assis un moment dans le fauteuil, dans le hall d'entrée, il réfléchissait, il est parti, il était 10h du soir, à 3h du matin, il nous rappelait, il nous a dit ça y est, il a avoué. Nous sommes allés ensuite à Cracovie où se trouvait Gipsik et nous avons fait interpeller par la PJ de Cracovie. Bon, là, nous avons assisté aux interrogatoires, mais bon, il a tout avoué aussi. 5 arrestations et 1 décès au tableau du SRPJ. Malheureusement, les policiers n'iront pas au-delà. Le problème de ce dossier, c'est que 2 individus qui étaient conducteurs du véhicule,
cas qui circulait à bord du véhicule qui a servi au kidnapping de Stéphanie Juzac, n'ont pas été identifiés. De même que le véhicule qui était utilisé par ces individus n'a pas non plus été identifié. À partir de là, l'enquête s'est arrêtée aux auteurs principaux, qui sont en fait les violeurs et finalement ensuite les assassins de Stéphanie Juzac, voire les complices, mais que malheureusement, en l'absence d'identification, l'enquête s'arrête là. Le temps de l'enquête et de l'instruction est donc terminé. Place maintenant à la justice. L'affaire sera jugée 3 fois, une fois en Pologne et 2 fois en France, aux assises et en appel. Le procès de 3 hommes, bourreaux et meurtriers d'une jeune fille de 22 ans, a commencé aujourd'hui aux assises d'Aix-en-Provence. Est venue à la cour d'assises d'Aix-en-Provence pour essayer de comprendre pourquoi... Le procès d'assises s'ouvre au mois de mai 2002. C'est un procès qui effectivement va faire quasiment salle comble. Je me souviens d'une dignité exemplaire de toute cette famille qui, indépendamment du côté sordide de ce procès, était restée vraiment très forte face à la douleur, pas de mouvement d'humeur, il s'en était remis complètement à la justice. Le plus surprenant, c'était de trouver 3 hommes en face de nous, parce que quand on entend l'histoire, le récit de ce dossier, on s'attend à voir 3 monstres avec des physiques abominables. Et finalement, on s'est retrouvé face à 3 personnes, un très grand et 2 tout à fait normaux. Donc bon, ce sont des êtres humains. Donc ce qui est choquant, c'est que les êtres humains sont capables d'en arriver là. Zach et Chupazinski étaient normaux, ils ne disaient rien. Par contre, Tutka était arrogant. À un moment, la sœur de Stéphanie lui a parlé. Et lui voulait à tout prix qu'elle lui pardonne, ce qu'elle refusait de faire. Il s'est mis dans une rage folle. Et on a été obligé d'évacuer de la salle d'audience. L'avocat général Pinelli, il avait dit vous êtes des monstres complètement dénués d'humanité, vous n'avez d'homme que le nom, il leur avait lancé dans son réquisitoire. Je suis resté calme, j'ai pas eu de réaction de tout le procès. Je les ai regardés en face. Chacun essayait de dire qu'il y était pour rien, que c'est pas moi, c'est lui. Pour moi, c'est un regret que personne, aucun n'a admis sa responsabilité. Il n'y en a qu'un à la rigueur, c'est le plus grand. Il a regretté, lui, les faits qui sont produits. Le moment le plus difficile de tout, c'est quand Patricia, la sœur de Stéphanie, qui était enceinte d'ailleurs au moment des assises de Draguignan, s'est levée pour montrer une photo de Stéphanie avec sa sœur et ses 2 frères. Et elle a fait circuler cette photo chez les membres du jury en disant « Je ne veux pas que vous ayez une image de quelqu'un de mort, il faut que vous voyiez ma sœur quand elle était vivante, quand elle était jolie. » Et ça a été très difficile parce qu'effectivement, c'était la mort d'une personne, ce n'était plus une abstraction, c'était véritablement une très belle jeune fille qui était morte. Les jurés de la cour d'assises d'Aix-en-Provence sont rendus leur verdict dans l'après-midi. Après 1h15 de délibéré, les jurés ont condamné ces hommes à la réclusion criminelle à perpétuité. Robert Zach et Georges Stupadzinski à une peine de sûreté de 20 ans. Tadeusz Tutkaj à une peine de sûreté de 22 ans. Le père de Stéphanie est satisfait de ce verdict. C'est le minimum qu'on pouvait condamner ces personnes-là. Puisqu'en fin de compte, ce que ma fille a subi pendant les 4 ou 5 jours où on ne sait pas exactement le temps qu'elle a passé dans ce squat, avec ses tensionnaires, j'estime que c'est le minimum qu'on puisse avoir. Les condamnations seront toutes confirmées et pour certaines aggravées en appel avec une peine de sûreté de 23 ans. Arrêtés en Pologne, Adrian Galinski et Wisło Grzybczyk seront jugés dans leur pays. Le 18 mai 2002, le tribunal régional de Poznan condamne Galinski à la prison à vie avec une peine incompressible de 40 ans. Grzybczyk, lui, est condamné à la prison à vie avec une peine incompressible de 35 ans. Les 3 procès mettent un point final à l'affaire Stéphanie Juzac. 5 des 8 auteurs purgent des peines de perpétuité, le 6e est mort, et 2 ont disparu probablement à tout jamais. Aujourd'hui, cette affaire appartient à l'histoire et à la mémoire de tous ceux qui jamais ne pourront oublier. Un dossier qui restera ancré dans les mémoires très longtemps, à vie, j'allais dire, pour moi en tous les cas.
Certainement l'affaire qui permet de se demander si un avocat peut défendre n'importe qui et avec immédiatement la réponse qui va avec, qui est oui bien sûr, on peut défendre tout le monde, même ces gens-là. Ce ne sont pas des monstres effectivement, ce sont des êtres humains et c'est ce qui nous inquiète, c'est ce qui nous fait peur. Malgré les années qui passent, c'est difficile. Difficile d'oublier.